Ouais, peut-être insidieuse, mais c'est une vraie question. Non, non, je n'en veux pas. Oui, je ne comprends pas. Alors, il est bien évident que ce n'est pas l'invention de l'imprimerie qui a supprimé les cours, les formateurs. On n'a jamais dit aux gens, on n'a jamais pensé qu'on pouvait se former uniquement en prenant des bouquins. Donc, je me pose la question de savoir comment on a pu imaginer à un moment donné qu'on aurait pu donner des ordinateurs à des jeunes et que ça, en gros, ça suffirait, quoi. Je ne comprends pas comment on a pu utiliser du temps simplement pour arriver à ce résultat. C'est une vraie question. Comment ça se fait qu'on a pensé que ça pourrait marcher? J'ai peut-être un petit embryon de réponse. C'est une entrée tout à fait marketing. Oui, je t'en prie. C'est quasi la même chose que l'entrée. Alors, je ne veux pas donner un jugement de valeur sur ce qu'on appelle les science games en ce moment, en fait. C'est la même approche. Le jeu sérieux, où là, alors on sait, du coup, ce qu'on ne sait pas, quand on consulte les collègues politiciens et agro-politiciens sur ce dispositif-là, ce qu'on ne sait pas, c'est si on apprend à jouer ou si on joue à apprendre. Donc il faut quand même qu'on fasse attention parce que jouer à apprendre, c'est un beau court-circuit. Mais c'est une approche marketing. Il a fallu d'abord vendre des ordinateurs. À partir du moment où les ordinateurs étaient livrés, on a dit mais vous inquiétez pas, ça fait pas le café, mais ça marche quand même sur pas mal de choses, quoi. Donc c'est bien une approche qui était plutôt marketing qu'une approche pédagogique. Encore une fois, ce que je voulais vous montrer dans la présentation, c'est que c'est un saut technologique énorme. Le traitement de l'information automatique des machines, qui sont des machines universelles de traitement de l'information. On peut tout faire avec ces machines-là. C'est le couteau suisse, finalement, numérique. Et on a imaginé que c'était aussi le couteau suisse pour l'apprentissage. Je vais quand même, juste pour ça, mais imaginez aussi les courts-circuits qu'il peut y avoir quand on imagine l'individualisation. Le plus beau court-circuit, c'est qu'auparavant, quand un système d'information ne fonctionnait pas, c'était un dysfonctionnement partagé. C'est un dysfonctionnement de l'organisation. L'individualisation maintenant, vous n'avez pas votre baccalauréat, mais c'est normal, on a individualisé le parcours, c'est de votre faute, vous n'avez pas appris. Donc c'est quelque part le même principe en fait. On est vraiment dans une démarche marketing et pas dans une démarche de mise en cohérence. C'est mon propos. J'ajoute en un mot qu'il y a quelque chose de ça fonctionne quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent beaucoup de choses parce que des moyens leur sont mis à disposition sans qu'on leur dise comment s'en servir. Là, en l'occurrence, ce que nous a présenté Roselyne Musquer est très clair, c'est-à-dire quand on met en place des cadres, les gens ne les utilisent pas forcément. C'est pas pour ça qu'ils n'utilisent rien. Oui, mais parce qu'on s'est peut-être fait un peu dépasser par le système aussi. C'est là. Enfin, je prends mon exemple, pardonnez-moi de la méthode, mais je fais partie de cette génération où l'informatique, ça a été appris sur le tas. Hein. Ça veut dire que chez mes parents, l'ordinateur est arrivé, j'étais déjà âgée. Et quand j'étais étudiante, je n'avais pas un ordinateur personnel à disposition et je n'ai jamais eu un cours d'informatique dans mon parcours universitaire. Sauf que le parcours universitaire avançant, on m'a demandé de plus en plus de textes et de travaux informatisés. Eh bien, il a bien fallu que je me débrouille. Et ça, c'est encore valable aujourd'hui, parce que il y a des tas de personnes dans les filières littéraires en particulier, où les cours d'informatique, pour apprendre à dactylographier un document ou à le rendre de façon très normative, ça n'existe pas. Donc on est en train de se rendre compte de ça de façon très précise, je dis bien dans le contexte dans lequel je suis aujourd'hui, par le fait de la circonstance d'avoir dû demander ces productions-là aux étudiants et de se rendre compte aujourd'hui que, bien qu'étant plus jeunes que moi pour un grand nombre d'étudiants, ils ont eu pourtant l'accès à ce qu'on appelle le C2I, qui est la certification en informatique et l'Internet, qui au moment du collège et du lycée, a priori certifie un minimum de capacité, de compétences à utiliser l'informatique et l'Internet.
mais visiblement pour un résultat qui ne correspond pas encore aujourd'hui à ce que les enseignants, de façon tacite, attendent en matière de production et de résultats de la part des étudiants. Donc ça, c'est un constat, mais ceci dit, c'est un constat qui est très intéressant parce qu'on voit bien l'évolution du numérique en tant que tel, de l'informatique, c'est encore autre chose, et de la réalité qui n'avance pas toujours selon le même niveau. Et ça, c'est intéressant à constater parce que ça veut dire que dans notre positionnement d'universitaires et d'enseignants en particulier, il faut qu'on soit très attentif à ça, et il faut qu'on trouve les moyens d'accompagner cette compétence-là pour qu'elle corresponde non seulement à ce que nous avons besoin au quotidien, mais à ce qu'on va attendre des étudiants quand ils vont sortir avec leur diplôme. Parce que si aujourd'hui on attend des choses de façon tacite pour des productions qu'ils ont à nous faire à l'université, je peux vous dire que les entreprises, dans les compétences de base qu'elles attendent d'un étudiant diplômé, ça en fait partie. Hein. Donc là, il y a vraiment cette attention-là à porter au regard de l'outil en tant que tel et de la façon dont on l'utilise. Est-ce que vous vous rendez compte que l'apprentissage de l'informatique, ça demande des compétences particulières de la part du formateur? C'est pas parce que de pédagogie et que les interfaces ne sont pas faites pour être faciles à utiliser par les utilisateurs. Elles sont faites, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait le monsieur, uniquement pour... c'est vraiment une question de marketing, c'est pour de l'argent, c'est pas pour aider l'utilisateur. Tout à fait. D'où l'intérêt que tout ça soit bien pris en considération, surtout dans un établissement de formation, et que les choses soient adaptées. Alors, je vous rejoins tout à fait. Je ne m'intéresse pas tout dire moi à ce sujet parce que j'ai des études qui arrivent. Et justement, je m'interroge sur la question des interfaces. Alors, parole à Sandra Safourcat, puis les 4 personnes qui avaient demandé la parole sans réponse de la tribune, puis petite pause. Merci. Non, juste pour dire que quand on s'interroge sur la réussite d'un dispositif, c'est jamais à entrée unique. C'est-à-dire, on peut avoir une version marketing, une version... En fait, c'est toujours systémique. Moi, je peux juste en ajouter une troisième, et puis je crois que chacun pourrait en ajouter. Les résultats d'une enquête ont montré que, par exemple, un enseignant qui n'a plus confiance en lui, qui est dans un mal-être professionnel, et ça peut être de toute façon transféré dans plusieurs cadres professionnels, va plus s'attarder sur l'utilisation d'outils, se baser sur les contenus, que sur des méthodes pédagogiques ou de l'accompagnement. Et voilà, on peut se demander si finalement la société, maintenant à un niveau sociologique, est peut-être de plus en plus un certain malaise, sans être pessimiste. Par exemple, chez les enseignants, il y a le malaise enseignant qui est reconnu. Est-ce que justement ce malaise-là n'a pas un effet sur nos usages quant aux outils, quant à se rassurer sur le fait qu'il y ait 17 plateformes en région bretonne, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire à un moment, cette utilisation à forte intensité d'outils, de contenus? Et dans un métacadre, en pédagogie et en didactique, on se heurte à ce rapport pédagogie-didactique, c'est les contenus et les méthodes, en luttant pour que de nouveau nos enfants, quand ils sont en CP, CE1, retrouvent à l'école des enseignements comme dans les années 50 où on apprenait à apprendre. Parce que la question c'est, est-ce qu'il ne faut pas que les gens finalement apprennent à apprendre? Parce que l'informatique notamment avance tellement vite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre des formations à chaque sortie de nouveaux logiciels où il ne faut pas que les gens aient une stratégie d'utilisation qui est basée sur l'auto-formation et non plus l'information et la formation. Voilà. Et donc, pour apprendre à apprendre là-dessus, se référer au travail très éclairant de Sandra Safourcat sur le sentiment d'efficacité professionnelle qui est publié. Bonjour, je voudrais votre avis sur le retard catastrophique que nous avons sur la Corée du Sud, qui est le leader en immersion sociale numérique et qui a fait l'objet d'un reportage dans le dernier numéro de la revue Géo.
Et deuxième question, que pensez-vous du racket de l'État sur tous les abonnés Internet qui doivent payer 30 € tous les mois? Et donc voilà, comme je vous ai dit, sans réponse de la tribune, nous sommes contrariés parce que c'est des questions riches. Donc on va essayer de les instruire. Je passe d'abord la parole à tout le monde et puis ensuite on essaie de ponctuer. Monsieur Joël Cochet, ex-défi, Néo l'art présent. Donc en fait c'est effectivement je remercie Roselyne Lescar, j'étais absolument passionné par sa communication et je pense que j'espère que vous allez produire justement une communication qui va être devenir quelque chose qui va produire de la vérité du terrain, qui va être la vérité des dominants, qui va enfin comprendre que l'accompagnement et l'éducation c'est quelque chose humain, c'est quelque chose de fondamental. Non mais je vous dis, on nous assène une vérité des dominants qu'on a du mal à contrebalancer. C'est vrai que c'était le prédicat empirique qui a conduit à la mise en œuvre de défis en 2007 et on s'aperçoit effectivement, nous, sans la caution universitaire et scientifique, de la véracité, de la nécessité de cet accompagnement permanent. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a un gisement d'emploi non négligeable dans ce domaine et il faudra justement le faire passer petit à petit pour que nos gouvernements mettent les crédits et les moyens, et je sais que c'est un combat homérique que mène Michel Briand depuis longtemps aussi à ce sujet. Donc, je voulais juste dire deux mots sur un volet qui est un peu complémentaire de ce qui a été abordé. C'est que pour moi la société d'Internet, c'est-à-dire la société du numérique, c'est d'abord une société de l'abondance. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle œuvre numérique, vous pouvez la copier. C'est pas pour autant que vous perdez l'œuvre. Vous la gardez pour vous et puis d'autres en profitent. Donc on est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité dans une société où les biens sont abondants. Et aujourd'hui, on le voit bien sur la musique, mais on le voit encore plus timidement, mais ça émerge sur tout ce qui est contenu de formation. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait créer un portail de l'ensemble des cours des universités de Bretagne qui sont ouverts. Malheureusement, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les universités, pour le moment, enferment les choses dans des intranets, mais on pourrait imaginer effectivement que les dizaines de milliers d'enseignants produisent chacun un cours en ligne, vous imaginez, des dizaines de milliers de cours. Eh bien, c'est peut-être un rêve. Et pourtant, une petite association qui s'appelle Césamat l'a fait. Césamat, c'est 5 personnes, sont quasiment en subvention publique, hein, il y a 10 000 € de subvention d'un conseil général, je crois. Eh bien, 5 personnes, ils ont monté tout un ensemble de cours de mathématiques qui sont utilisés aujourd'hui par 1 million d'élèves. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la société du numérique, c'est la société de l'abondance, les professeurs sont abondants, les contenus de cours sont abondants, et derrière, effectivement, comment on gère l'abondance avec des pratiques collaboratives. Et donc, comment on collabore entre enseignants, comment on collabore entre enseignants et apprenants, c'est vraiment toutes les questions de fond qui vont se poser dans les prochaines années. Et aujourd'hui, il faut quand même voir que la première plateforme en France, c'est pas celle du CNED, c'est pas celle de l'éducation nationale, c'est d'une association privée qui ne reçoit aucun support de l'État. Eh bien, moi je vous invite à coopérer, à apprendre à collaborer. À Brest, on va créer un portail des savoirs qui va rassembler tous les cours et conférences. On peut le faire à l'échelle de la Bretagne. Il faut maintenant effectivement qu'on apprenne nous-mêmes à mettre nos choses en réseau et qu'on peut apprendre également en réseau. Ce n'est pas contradictoire avec ce qui a été dit, mais c'est complémentaire. La société de l'Internet, c'est la société du partage, des réseaux et des biens communs. Il faut faire comme Michel, tu veux te lever parce que c'est facile. Bonjour, Gilles Le Couster. Moi, c'est parce que je me sens vieux tout à coup. J'ai vécu l'histoire de l'informatique personnelle à partir des années 80. Et j'ai vécu aussi des mutations professionnelles très lourdes à l'époque, puisque l'informatique était réservée au domaine de la robotique, très ultra professionnelle, très peu dans les entreprises, à la gestion, des choses comme ça. Et je crois qu'il y a eu un leurre. Et ce leurre, il est de l'ordre de l'innovation, c'est la donnée magique qui me plaît beaucoup. L'informatique magique, c'est à un moment donné, personne n'aurait osé utiliser un ordinateur sans l'avoir appris, bien évidemment. Et il y a une bascule énorme, tout à fait considérable, qui a été l'interface graphique de l'ordinateur. Cette interface graphique a laissé entendre, on ne s'est pas approprié la difficulté qu'elle allait y avoir à ensuite travailler avec l'ordinateur. Ça restait un outil. Mais l'interface graphique laissait entendre que l'auto-formation allait suffire.
Je crois que là, il ne s'agissait pas particulièrement de vendre des ordinateurs, mais il s'agissait bien de les populariser, que chacun y accède de plus en plus aisément, aussi, même pour ceux qui étaient déjà, de se les approprier plus simplement, la souris, donc interface graphique, mais aussi sortie du clavier. Ça a été un pas extraordinaire pour l'usager de ne plus être obligé de tout le temps travailler avec un clavier. C'est-à-dire que c'était très la peur à l'époque dans les entreprises. Il fallait apprendre la dactylographie pour se servir de l'ordinateur. En bref, je pense que cette bascule a été faite au moment de l'interfaçage graphique. On a peu réfléchi sur le fait que l'auto-formation n'allait pas prendre. Moi, je voyais très bien que Windows proposait « Sachez utiliser Windows en un quart d'heure ». Qui a ouvert ce satané fichier à l'époque? Personne. Et l'auto-formation, c'est pas si simple que ça, et vous nous en avez fait la preuve tout à l'heure. J'ai pas été trop long quand même. Non, c'est bien. Merci. Alors peut-être pour conclure, et tout en vous remerciant de vos interventions, je ne voulais pas laisser sans réponse l'intervention de monsieur. J'ai l'impression qu'il y a un croisement qui est en train de se faire et qui peut être intéressant à éclairer, notamment par une lecture d'un territoire, c'est celui des indicateurs de la qualité du développement numérique. C'est-à-dire que pour l'instant, on est rentré beaucoup par des indicateurs quantitatifs qui nous donnent une vision assez pauvre de la valeur, et la valeur, ça ne se quantifie pas toujours, comme nous savons. Et donc, une question consiste à se dire, est-ce que dans une Bretagne numérique immersive qui irait plus loin que la Corée, on arriverait comment est-ce qu'on arriverait à évaluer la montée en qualité du côté des apprentissages, du côté de la formation, du côté de la compétence, du côté des qualifications. De même qu'on pourrait, dans un tel indicateur, se poser la question de la qualité contributive d'un territoire et de sa capacité à développer, à enrichir ses propres ressources. Enfin, je voulais juste vous inviter à réfléchir à ces croisements entre des indicateurs poussés par le numérique qui ont souvent été poussés par une logique de l'offre, et puis des indicateurs de qualité qui sont probablement plus conformes à ce qu'on est en droit d'espérer ou d'attendre du côté de la connaissance et de la formation. C'est le moment d'une pause de 10 minutes maximum, c'est-à-dire qu'il faut qu'on reprenne à 45, sinon nous explosons tout. Merci.